Oui, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Bray. Donc aujourd'hui, par rapport aux questions que j'ai reçues de certains, je vais traiter quelques thèmes. Alors d'abord, installation des jeunes. Faites bien attention parce qu'il y a des portes ouvertes, que ça soit en production lapin, production laitière et tout, et c'est normal quand on est jeune, on est tous passés par là, on est des passionnés du matériel, le gros matériel, les beaux tracteurs et tout, et en faux, parce qu'aujourd'hui il faut travailler avec du matériel moderne, on ne va pas revenir en arrière, il faut travailler avec les techniques d'aujourd'hui. Faites bien attention, parce que le but du jeu, de ces portes ouvertes-là, c'est de récupérer des petits soldats pour renouveler les générations, mais des petits soldats qui vont avoir aucune rémunération. Donc dans ces portes ouvertes-là, il faut évoluer. On a tous, à des moments donnés, passé par là. Il faut vivre avec son temps et évoluer. Lorsqu'il y a des portes ouvertes comme ça, il faut demander les résultats économiques. Pas sur une année, sur 5, 6, 7, 10 ans. Il faut demander le résultat économique et à partir de là, il faut l'éplucher. L'excédent brut d'exploitation n'est pas suffisant. Le bénéfice agricole ne veut rien dire du tout. Il faut regarder les capitaux engagés par associé, combien il y a de capitaux engagés par associé et quelle est la rémunération, quelle rémunération il s'attribue nette mensuelle et avec combien d'heures de travail. Parce qu'autrement, moi j'ai des retours, ils font voir des exploitations avec du beau matos et tout, des beaux bâtiments, ça il n'y a pas de problème, il faut travailler dans de bonnes conditions. Moi c'est ce que je revendique, qu'il y ait des exploitations modernes avec du matériel pour travailler dans de bonnes conditions. On doit travailler dans de bonnes conditions, mais surtout, avant d'aller plus loin les gars, à ces portes ouvertes-là, à l'entrée de la porte ouverte, avant d'aller voir les tracteurs, avant d'aller voir les vaches, avant d'aller voir les terres, avant d'aller voir le séchage en grange ou ce que vous voulez, ou le robot, ou peu importe, il y a des très belles installations à visiter, demandez les résultats économiques. Parce qu'autrement, vous allez vous attacher toute votre vie sans rentabilité. Alors, vous travaillerez avec des outils corrects, ça, il n'y a pas de problème, mais il n'y aura pas de rentabilité. Donc ça, je tiens à vous alerter là-dessus. Deuxième sujet, la gestion de l'eau. Alors vous verrez, vous ne vous tracassez pas, on fait passer des pétitions, car dans certains départements, c'est le cas dans mon département, mais il n'y a pas que mon département, il y a des gens qui sont restés dans le système intensif et qui sont en train d'essayer de faire des forages jusqu'à 150 mètres de profondeur pour remplir leur bassine. Donc là, ça demande une étude au cas par cas. Nous, quand on fait passer des pétitions, le SAMU social agricole, c'est des dossiers qu'on connaît, qu'on a étudiés ou qu'on connaît parce qu'on est proche ou parce qu'on a des gars du réseau SAMU qui sont proches. Et si on vous les fait passer pour vous les faire signer, on s'en excuse parce que certaines pétitions ne fonctionnent pas toujours. Le site qui est mis en ligne par le ministère de l'Agriculture ne fonctionne pas toujours. Mais si on vous les envoie, c'est qu'elles sont justifiées. C'est que c'est des projets qui sont dans un non-sens économique. Alors oui, un non-sens économique dans la mesure où ces exploitations-là, souvent, les gars cherchent en permanence à s'agrandir, ils produisent 1 million, 1 500 000, 2 millions de litres de lait, mais en fait, ça fait vivre peu de travailleurs. Quand on sait qu'on est sur des ratios maintenant avec d'autres modèles, dans des régions même séchantes, sans irrigation, où on fait de 80 à 110 000 euros d'excédent brut d'exploitation et qu'on permet de faire vivre une famille avec entre 200 et 300 000 litres de lait produits. Là, on est sur des ratios 1,5 million, 2 millions de litres de lait, alors que là, on peut faire vivre un couple ou un homme avec un salarié sur des fourchettes entre 200 et 300 000 litres de lait. Donc vous voyez le nombre de vaches que ça fait, très peu. Donc c'est un non-sens économique et ça va aller chercher l'eau dans les réserves, déséquilibrer le sous-sol pour rien. Donc c'est un non-sens économique. Irrigation, oui, pour des cultures principalement spécialisées et avec du stockage d'hiver ou de la grande culture, mais dans des endroits très localisés et pas dans tous les départements de façon aveugle et pas la fuite en avant pour, comme certains projets qu'on dénonce, qui en plus vont servir à l'exportation ou irriguer pour des méthaniseurs. Alors,
je suis arrivé à mon bureau pour répondre à 2 ou 3 autres questions que vous m'avez envoyées. Alors, quelle est selon vous la cause majeure du problème des agriculteurs? Eh bien moi je dirais que la cause majeure, c'est le modèle économique qui permet, alors bien sûr c'est au-dessus de l'agriculture, mais on est directement concerné. Il faut savoir, et vous devez le savoir, il y a des émissions de plus en plus là-dessus pour alerter le grand public. Sous les gouvernements Hollande, Sarkozy, enfin même bien avant, ça a commencé, ça s'est beaucoup accéléré à partir de Georges Pompidou. Il y a plus de 100 milliards d'euros chaque année qui échappent à l'impôt, de par les grandes sociétés. Alors pas que de l'agroalimentaire, hein, bien sûr. Hein. Il y a les gens du numérique, il y a Facebook, il y a tout ça là-dedans, on est bien d'accord. Hein. Donc vous voyez la portion des 13 milliards qui manquent des retraites par rapport aux plus de 100 milliards qui échappent de façon sans aucune impunité. Les gens sont entendus par les parlements de temps en temps, anglais, français, la Commission européenne et tout. Personne ne fait rien. Les politiques sont en parfaite harmonie avec ce système qui pille les peuples. Et forcément, comme il échappe à l'impôt, vous pensez bien que l'impôt, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le paye. Hein, et c'est les classes moyennes et les gens pauvres qui le payent, sachant que 70% des impôts sont des impôts indirects. Et les impôts indirects, notamment la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Voilà. Donc ça, ce modèle-là, voilà à quoi il nous conduit. Alors nous, en quoi on est concerné? On est concerné parce qu'à travers le groupe Unigrain, qui est une plateforme d'investissement créée par les céréaliers de la FNSEA en 1963, qui joue le rôle de la COFAS. Pour ceux qui savent ce que c'est la COFAS, c'est un organisme de crédit qui garantit les paiements à l'international et qui est une agence de notation des entreprises, des PME en général, mais le Unigrain joue le rôle de la COFAS, assurance de paiement et autres, et a investi, comme je vous l'avais dit, il y a 800 millions d'euros de fonds propres dans cette entreprise à travers le monde. Et à travers ces investissements à travers le monde, ça vient concurrencer nous, paysans, français, belges ou italiens. Donc Unigrain, ils ont financé les chaînes de boulangerie industrielles dans le monde, ils ont financé l'entreprise L'Angélis en Charente-Maritime, qui est le numéro 1 des glaces et des sorbets en France. Hein, ils ont financé la société de transport, le groupe Steph. Ils financent le groupe Carso, les laboratoires Carso, qui sont dans toute l'Europe, qui ont des plateformes dans toute l'Europe. Vous voyez, on n'a même pas d'indépendance sur nos labos. Hein. Ils financent le bio à travers les sociétés, ils financent les entreprises qui font de la viande cellulaire, etc., etc. Donc ça, automatiquement, c'est une pièce incontournable. Vous avez ensuite le groupe Avril, qui est en train de négocier avec son nouveau président, qui est le président de la FNSEA, qui est en train de négocier actuellement le rachat de la branche élevage du groupe Axe Céréales. Donc ça continue, si vous voulez, les regroupements continuent au détriment des paysans, parce qu'avec ce modèle-là, nous ne gagnerons jamais d'argent. Et vous avez ensuite Invivo, hein, toujours Invivo, c'est la FNSEA, hein. L'ancien président était Philippe Mangin. Invivo qui est en train de négocier le rachat du groupe Casino avec Xavier Niel, Alexandre Zouhari, Mathieu Pigasse. Alexandre Zouhari qui a 45% des magasins franchisés Picard surgelés. Hein. Donc voilà où on en est rendu à travers nos bras de la FNSEA, sachant que sur le rachat du groupe Casino, il n'est pas finalisé. Il y a d'autres milliardaires qui sont sur le coup, d'autres financiers milliardaires, notamment des Ukrainiens, des Russes et autres. Hein. Donc voilà où on en est. Donc tant qu'on ne sortira pas de ce modèle-là, moi j'invite les gens à nous rejoindre comme on est en train de le faire. On essaye de développer, d'avoir de plus en plus de contacts avec des associations de consommateurs ou des associations environnementalistes ou autres de la société que des agriculteurs. Il faut s'ouvrir au monde extérieur, même si on ne partage pas toutes les opinions des associations, bien loin de là, mais de toute façon, si on ne se rapproche pas des citoyens et des consommateurs, ce n'est pas en restant dans le débat agricolo-agricole
et avec ces plateformes, ces multinationales de l'agroalimentaire, qu'on va avoir des rémunérations. Ça, ce n'est pas possible. Il faut absolument faire évoluer le modèle agricole. Et on peut le faire évoluer, on a les moyens de le faire évoluer, puisque de par nos achats et de par notre façon de travailler, automatiquement, on va faire évoluer le modèle agricole. Il commence un peu à évoluer déjà avec des acteurs, des nouveaux paysans qui s'installent, notamment les néo-ruraux. Parce que moi, je suis persuadé que l'évolution viendra des néo-ruraux plus que des paysans qui sont ancrés dans un modèle qui a été transmis par nos parents et nos grands-parents et qui nous a conduits à produire sans, faut bien le dire, réfléchir. Donc la dernière en date, après vous avoir parlé d'Unigrain, je vous en reparlerai, du groupe Avril qui est incontournable et du groupe Invivo, la dernière en date, c'est l'annonce du ministre de l'Agriculture qui va débaucher Madame Sophie Ionescu, Ionescu, qui était la directrice de la communication de l'ANIA. Alors l'ANIA, c'est qui? C'est l'organisme qui regroupe l'industrie agroalimentaire en France. Voilà. Donc vous voyez la complaisance qu'il y a entre les bras de l'État, et c'est pas d'aujourd'hui, et l'industrie agroalimentaire. Les politiques sont totalement aux bottes de l'industrie agroalimentaire. Donc cette directrice-là, bien sûr, est en lien avec Arnaud Rousseau, Christiane Lambert et tout ça, bien sûr, hein, puisque tout ça, ce sont des cousins germains de la même famille. Donc le paysan, là-dedans, il est rien du tout. Voilà, ce qui compte, c'est les employés des entreprises de l'industrie agroalimentaire, du groupe Bigard, du groupe LDC, de Lactalis, de Sodial, d'Agrial. Hein, c'est de se rapprocher avec le ministère, faire un management pour piloter ces entreprises-là, prendre des parts de marché, mais surtout pas s'occuper du paysan. Vous pouvez le constater, les cours de la viande comme le cours du mouton sont en baisse, car si vous voulez, quand il y a eu des hausses, pas de marge, des hausses de prix, ne pas confondre la marge et le prix. Quand on a des hausses de prix, c'est pas pour ça qu'on a une hausse de marge, puisque toutes les charges autour, elles explosent. Quand on a une hausse de prix, retenez bien ça, dans le modèle capitaliste tel qu'il a été conçu par les multinationales, quand il y a une hausse de prix et d'inflation importante des denrées, des matières premières agricoles, c'est un accident. Retenez bien ça, c'est un accident. Parce qu'en général, ils contrôlent le système. Alors c'est un accident qu'ils ne voient pas venir, c'est le cas du Covid. Ça peut être le cas des grandes sécheresses sur des continents qui viennent les déséquilibrer. Et sur une petite période, ils sont un peu coincés, ils sont à court de produits. Donc ils se jouent un peu le rôle de l'offre et la demande. Je dis bien un peu. Parce que dans une vraie économie de marché, normalement on dit c'est l'offre et la demande. Chez nous c'est faux. Parce que si c'était l'offre et la demande, ce qui est rare est cher. Et nous, le mouton, il n'y en a presque plus, mais ça n'a jamais été cher. Pourquoi? Parce que nous, on sort du mécanisme de l'économie de marché. Dans une économie de marché, ce qui est rare est cher. Nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la filière agroalimentaire, le syndicat, pour faire court, puisque c'est les mêmes, la FNSEA, contrôle l'ensemble de la filière. Donc même quand il n'y a plus de marchandises, ce n'est pas cher. Voilà. On va chercher la marchandise ailleurs ou on en met moins dans les rayons. Mais ce n'est pas pour ça que c'est cher. Vous remarquerez, tous les secteurs de l'économie, quand il y a pénurie, il y a flambée des prix. Mais quand je dis flambée, ça peut être du 50-60%. Vous ne verrez pas ça dans l'agricole. Parce que l'agricole, c'est contrôlé par la filière, par les acteurs politiques, la banque d'investissement, la FNSEA, l'ANIA, l'industrie agroalimentaire, qui regroupe les privés et les coopératives. Donc, tout ça pour vous dire, je réponds à vos questions à mesure que vous me les envoyez. Ne baissons pas les bras. L'avenir y passe par les regroupements avec les concitoyens consommateurs. Mais à partir du moment où on reste dans les bras du groupe Invivo, du groupe Avril, des financements Unigrain, il ne faut rien en attendre, les gars. De toute façon, je ne vous apprends rien.
Ça fonctionne comme ça depuis les années 60, en gros. Hein, ça montait crescendo, mais depuis les années 60. Donc vous avez bien vu depuis les années 60 ce qui s'est passé. On produit de plus en plus. Regardez les capitaux engagés par exploitant et le retour sur investissement. Il suffit de faire le point. Regardez le volume que vous produisez par rapport à votre père et votre grand-père, certes dans de meilleures conditions. On a des conditions de travail qui ne sont pas comparables avec celles de nos parents et nos grands-parents. Aujourd'hui, l'outillage nous a permis de travailler dans de bonnes conditions par rapport à autrefois. Mais regardez le montant d'endettement, plus de 250 000 € d'endettement moyen chez les paysans, avec un âge moyen de un peu plus de 52 ans. Donc voilà le constat. Donc pourquoi ? Parce que faut qu'on retrouve notre carnet de factures, il faut qu'on récupère la valeur ajoutée qui nous a échappé. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo. S'il y a des cas d'urgence, je refais une vidéo dans la semaine, autrement normalement, j'en fais une tous les dimanches. Vous pouvez poser vos questions. Je sais que vous m'avez envoyé de multiples questions, mais les sujets sont tellement vastes. Lorsque vous parlez, vous me posez des questions sur le loup et tout ça. Bon, ça, le loup, je vais y passer très peu de temps. C'est comme les sangliers. On a autre chose à faire que de s'amuser, nous les paysans, avec le loup. Le loup, il y a un parc à côté de chez moi. Les animaux sauvages ou les loups, on les met dans des parcs naturels avec des grillages. On ne les lâche pas en pleine nature. Les paysans, ils ont autre chose à faire que de courir après le loup, ou dans la mesure où ils veulent assumer que le loup aille sur tous les territoires, il faut qu'il paye. Parce que le gars qui ramasse les cadavres, c'est pas l'indemnisation des cadavres qu'il faut. C'est l'indemnisation du prix des produits agricoles. Mais là, on en est bien loin. On en est bien loin. Moi, je ferai des propositions concrètes là-dessus, mais elles sortiraient de l'ordinaire. Et je suis sûr que si on avait la main et qu'on faisait les vraies propositions qu'ils font faire, rassurez-vous, ils ne mettraient pas de loup. Je vous garantis qu'ils ne mettraient pas le loup. Il y a un moyen très dissuasif pour les empêcher de mettre les loups, ou les sangliers d'ailleurs, tous les nuisibles. Il y a un moyen très très efficace. Il n'y a pas besoin de mener des campagnes contre les écologistes. Il y a beaucoup plus efficace que ça. Je vous dis merci et à bientôt.